C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres là? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo qui revient après 2 semaines d'absence. Alors au programme aujourd'hui, un article d'Antonio Fischetti consacré aux limites de l'être humain. En effet, un groupe d'une douzaine de scientifiques estime que l'humanité est désormais entrée dans l'ère du plafonnement. Antonio nous dira de quoi il s'agit. On continuera ensuite avec ce sondage paru dans le journal du Monde, d'après lequel 78% des Français sont pour la fin du régime du Concordat en Alsace-Moselle. Et pour finir, un sujet issu de notre conférence de rédaction de ce matin, les enfants ont-ils encore le droit de rêver d'avion ? Alors, avec moi pour parler de tout ça aujourd'hui, Antonio Fischetti. Salut Antonio. Salut. Et avec nous également, Jacques Littauer. Salut Jacques. Bonjour les amis. Alors, salut. Alors, on va commencer avec l'article d'Antonio qui est consacré donc aux limites de l'être humain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de plafonnement, Antonio? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors bien sûr, c'est-à-dire que un groupe d'une douzaine de chercheurs du Muséum ont publié un manifeste qui s'appelle donc Face aux limites, publié par les éditions du Muséum et les éditions Relief. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant longtemps, jusque même il n'y a pas longtemps, pas si ces dernières années, on a cru que l'homme allait toujours pouvoir vivre de plus en plus longtemps, courir de plus en plus vite, etc. Puis on s'aperçoit qu'il y a un plafonnement, mais dans tous les domaines en même temps. C'est-à-dire aussi bien pour ce qui est de la taille, on croyait que les enfants allaient toujours être plus grands que les parents. En fait, non, on s'aperçoit que des études sur plein de pays montrent qu'il y a un plafonnement pour la durée de vie aussi. Et ces limites donc individuelles, physiologiques, eh bien, on les retrouve aussi à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que pour ce qui est de la consommation, les réserves, disons, ressources naturelles, par exemple, pour ce qui est des poissons dans les océans, atteignent un niveau catastrophique. Donc on s'aperçoit qu'on plafonne dans tous les domaines. Et ça, c'est un cri d'alarme lancé par ces scientifiques et qui, dont on fait état dans cette double de Charlie qui est en même temps très politique. Et c'est intéressant de voir des scientifiques qui ont justement ce double discours, quoi. C'est quoi l'angle politique du coup? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, l'angle politique, c'est que la croissance, elle n'est pas infinie. Et là, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce manifeste des chercheurs, c'est qu'ils n'hésitent pas à dire que les économies capitalistes ont toujours nié les limites, puisque s'il y a une chose qui n'a pas de limite dans ces économies, c'est le profit. Exactement. Profit de quelques-uns qui, lui, justement, contrairement à ce qu'on nous dit, nous, pour ce qui est des ressources, par exemple... Les ressources naturelles. Les ressources naturelles, puis aussi pour le service public, c'est limité, il ne faut pas trop dépenser, etc. En revanche, le profit des plus riches, des exploiteurs, lui, est infini. Oui, ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est cette absence de limite pour quelques-uns qui, justement, entraîne l'épuisement des ressources pour la majorité. Et de découvrir, en fait, l'espèce humaine Homo sapiens est à peu près 300 000 ans. Pendant longtemps, elle a augmenté dans tous les domaines. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que c'est un cap crucial de l'histoire de l'humanité qui est plafonnement. Alors effectivement, je pense que Jacques, ça t'intéresse, parce que la question... Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si Tonio, est-ce que toi, tu plafonnes? Est-ce que tu penses que tu as atteint tes limites ou pas? Mais ça dépend. Mais en fait, je pense qu'il faut... Parce que je te vois venir... Je commence à te connaître. Il y a des domaines où il ne faut pas forcément de limite. Par exemple, l'imagination. Par exemple, l'humour. Est-ce que l'humour a des limites? C'est comme disait Einstein. Il disait donc l'univers est sans doute. Il y a deux choses dont on dit qu'elles sont infinies. C'est l'univers et puis la connerie humaine. Mais pour l'univers, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc. Mais enfin, disons que ce qui est important, c'est comme on dit, c'est comme pour la liberté, les limites, c'est-à-dire ça devient gênant quand ça empiète sur le bien collectif. Parce que qu'est-ce que ça signifie pour notre avenir? C'est-à-dire en termes politiques, qu'est-ce qu'il faut déduire
politiquement de ce plafonnement, du constat de ce plafonnement? Moi, personnellement, il y a quelque chose quand même à propos duquel j'ai changé. C'est à propos disons, des théories malthusiennes. Ouais. C'est-à-dire Malthus, au 19e siècle, donc c'est un économiste qui a dicté le fait que... disons, il fallait faire moins d'enfants, c'est ça? En gros, c'était pas ça qu'il disait. Il disait que si une population augmente, eh bien, en fait, les ressources dont elle va avoir besoin, eh bien, vont pas être infinies. Alors, la conclusion, c'est qu'après, effectivement, il faut pas faire trop d'enfants. Alors, moi, pendant longtemps, je me disais, oui, la planète a suffisamment de place pour nourrir tout le monde. C'est une question politique. Mais maintenant, quand on s'aperçoit qu'au début du XXe siècle, on était à peu près 1 milliard. Ouais. Maintenant, on a à peu près 8 milliards sur Terre. Exact. Si on prend un bocal avec des poissons, tu peux mettre un poisson rouge dedans, 2 poissons rouges. Mais si on met 200 poissons rouges dans un petit bocal, on comprend, même sans être grand biologiste, que ça va coincer à un moment donné, quoi. Et là, évidemment, est-ce que tu sais, Tonio, parce que est-ce que tu sais si dans les projections actuelles, justement, question sérieuse, est-ce que la population mondiale va plafonner, ou est-ce que, parce que c'est vrai que l'augmentation de la population mondiale au cours des deux derniers siècles, les gens peuvent regarder les courbes, c'est absolument vertigineux. Mais est-ce que tu sais si... Est-ce qu'on va arriver à... Parce que j'avais lu des trucs disant on va arriver à 10 milliards et puis après, ça va redescendre. On sait que la population diminue dans certains pays, notamment en Europe, en Allemagne. Ah oui, tu veux dire que ça va pas seulement plafonner, mais elle va redescendre. Déjà c'est plafonner. plafonner. C'est-à-dire, c'est toujours délicat, ce genre de projection. Ça, mais il est vrai que plus les gens sont riches, moins finalement, moins ils font d'enfants. Donc on pourrait se dire, si le niveau de vie augmente, les gens vont avoir tendance à moins faire de gosses. Hein. Les pauvres, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour compenser leur manque de richesse, font plus d'enfants. Donc peut-être que s'il y a une augmentation, effectivement, du niveau de vie, comme on voit ça par exemple dans certains pays, je crois en Chine, ils font moins d'enfants. Mais c'est quand même pas évident et pas sûr du tout, puisqu'on nous exhorte, même dans les pays développés, à faire de plus en plus d'enfants pour payer les retraites. Donc maintenant, l'Afrique, pour l'instant, elle n'est pas encore en train d'augmenter non plus considérablement au niveau de vie, et la population dans certains pays augmente aussi vertigineusement. Donc, alors peut-être que la planète Terre peut contenir 20 milliards, nourrir 20 milliards d'humains, sans doute, sauf que les systèmes économiques, eux, ne sont pas adaptés à ça, puisque ça veut dire qu'on est en train de piller toutes les ressources naturelles, ça c'est évident. Et donc, comme il va falloir qu'on passe au sujet suivant, si je comprends bien, une forme de conclusion possible, ça serait de dire tout simplement qu'il faut connaître ses limites. Tu es d'accord avec ça ou... Connaître, c'est-à-dire, je reviens au manifeste du muséum, c'est-à-dire gérer les limites. Gérer les limites plutôt que d'entretenir l'illusion qu'on peut atteindre le bonheur de l'humanité en allant toujours plus loin, et surtout en donnant libre cours au profit sans limite. Ok, ça marche, merci. Peut-être qu'on en reparlera. En attendant, on va passer au sujet suivant. Alors le sujet suivant, c'est le Concordat en Alsace-Moselle, puisque dans Le Monde daté d'hier, 6 avril 2021, on apprend que 78% des Français sont contre le Concordat en Alsace-Moselle, et même, c'est peut-être même plus intéressant, 52% des Alsaciens mosellans sont pour la fin de ce régime qui date de l'Empire et de Napoléon. Alors, pour nous, on pourrait... c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est bien comme... Moi, jamais demandé mon avis, mais là, puisque j'ai l'occasion, j'ai toujours été contre le Concordat. J'ai jamais bien compris ce que c'était que cette histoire. Mais non, blague à part, c'est vrai qu'à l'école, on m'a pas appris. Oui. À l'école, oui, mais disons, pour nos auditeurs, quand même, c'est une sorte de vestige de l'époque où l'Alsace-Lorraine était allemande, en fait. C'est ça. Donc c'est la faute des Allemands, comme pour beaucoup de choses. Donc ça, finalement, c'est de Napoléon. C'est même la faute de la Prusse, encore mieux. La loi, quand il y a eu les lois de 1905, l'Alsace-Lorraine et la Moselle faisait partie de l'Allemagne. C'est surtout ça l'explication, je crois, historique. Ouais, c'est ça. Alors j'avais entendu un historien qui expliquait que c'est assez intéressant parce qu'au début, si je me rappelle bien, en fait, c'est un accord qui permet en fait de limiter, à l'époque, qui est signé pour limiter en fait l'ampleur de l'influence du pape. Oui, c'est ça, parce que l'idée c'est que c'est le seul. J'ai vérifié, la France est le seul pays au monde où des évêques, en tout cas au point de vue légal, institutionnels, sont nommés par le président de la République. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant c'est devenu l'inverse. Voilà. Pardon. Non, c'est qu'effectivement, je crois
à la base, l'idée de Napoléon, effectivement, c'était de limiter le pouvoir du pape, mais bon, on n'en est pas tout à fait là. Ouais, il faut rappeler qu'à l'époque, le pape, c'est une puissance diplomatique. Oui, voilà. Évidemment, il y a une concurrence pour les dirigeants européens, et le pape a évidemment un pouvoir terrestre, puisqu'évidemment, il a des millions d'ouailles qui l'écoutent, et donc c'est un contre-pouvoir au pouvoir politique en place. Et finalement, le truc s'est retourné, puisque maintenant, ça donne effectivement un avantage considérable à la religion catholique, qui est évidemment financée par nos impôts. Oui, parce que c'est ça l'idée, si on veut, c'est que c'est un peu comme si les prêtres étaient des fonctionnaires, c'est un peu ça le concordat, non ? C'est exactement ça, c'est même exactement ça. Oui, et donc évidemment, c'est une violation totale de la laïcité, donc c'est évident que ça ne devrait pas exister. Puis même de l'idée selon laquelle la République est une et indivisible, oui, voilà, c'est-à-dire la République est une et indivisible, sauf en Alsace-Lorraine, quoi. Oui, c'est vrai que finalement, on pourrait dire que c'est une sorte d'anomalie historique qu'il faudrait finir par abroger un jour. Et là, ça va plutôt dans le sens de... Parce qu'on a souvent dit, moi, ce que j'avais compris, c'est que on n'y touchait pas parce que les Alsaciens mosellans étaient très attachés à ce système, que ça fonctionnait à peu près, etc. On l'a dit pendant très longtemps, effectivement. Voilà, et là, c'est étonnant de voir que même eux sont pour la suppression. Ça, c'est extrêmement étonnant, oui. Mais ça montre aussi que à Charlie, on est hyper attaché au principe de la laïcité. Mais quand tu regardes la réalité en France, il y a beaucoup en fait de compromis entre l'État et la religion catholique. Et ça, c'était l'exemple typique. Et évidemment que là, parce que ce qui a suscité tout ça, c'est le débat sur le financement d'une mosquée. Et c'est là qu'il y a aussi des gens qui se rendent compte qu'il y a un petit problème logique, c'est que tu ne peux pas défendre le concordat et en même temps refuser le financement d'une mosquée, puisqu'à ce moment-là, il y a une discrimination d'une religion par rapport à l'autre. Et donc c'est là que les gens se rendent compte que ce qui leur paraissait normal, tout simplement parce qu'eux étaient catholiques. Oui, c'est sans doute pour ça aussi qu'ils ont changé d'avis, c'est-à-dire tant que ça pouvait... tant que ça leur bénéficiait à eux, c'était leur religion. Pas de problème, mais tant qu'ils s'aperçoivent que les musulmans, finalement, en ont aussi certains... Mais c'est comme, pour rappeler aux vieilles personnes... qui nous écoutent et pour apprendre aux jeunes, c'est comme la gauche aussi avait voulu rendre l'école réellement laïque en 1984. Moi, je me rappelle, mes grands-parents à l'époque, j'étais lyonnais, étaient allés manifester à Paris. C'était la première fois de leur vie qu'ils manifestaient. C'était super de droite. Et c'était les grandes manifs avec les religieuses à Paris, ces images incroyables, pour la fameuse école libre, puisqu'en France, c'est pas vrai que l'école est entièrement laïque, puisque l'école privée catholique est financée aussi par nos impôts. Oui, c'est l'école sous contrat. L'école qui est sous contrat, mais qui est clairement, où il y a clairement des enseignements religieux, et qui est clairement assumée comme étant religieuse. Oui, donc, ça, c'est encore et c'est toujours autant d'argent qui ne revient pas au public, exactement, en fait. Exactement. Et en plus, ça permet une forme de concurrence déloyale à ces écoles-là, puisqu'elles peuvent, d'une part, sélectionner leurs élèves à l'entrée, et d'autre part, elles peuvent demander des frais d'inscription aux familles qui leur permettent d'avoir plus d'activités, plus d'encadrement, et donc potentiellement une meilleure qualité éducative que dans le public. Donc la laïcité. Non, mais c'est pour dire que la laïcité, elle est loin d'être, même si on est souvent vu dans le monde comme un État ultra laïque par rapport aux autres, la laïcité est très loin d'être totale en France. Elle n'est pas encore. Et que ça reste un combat permanent à mener. Il y a encore du travail à faire, quoi. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'on pourra en reparler effectivement des écoles privées à l'occasion. En tout cas, pour l'instant, on va devoir passer au dernier sujet de notre podcast. Alors, notre dernier sujet pour aujourd'hui, c'est donc la mairie de Poitiers et ce fameux financement, ce refus de financer les aéroclubs. En effet, c'était la polémique Twitter de ce week-end. Un extrait vidéo, la maire Europe Écologie Les Verts, Léonore Monconduit, disait que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Alors bon, vous pouvez imaginer que ça a soulevé pas mal de protestations. Et donc on en parlait un petit peu ce matin en conférence de rédaction et je crois savoir que Antonio et Jacques n'ont pas le même avis sur le sujet. Alors Jacques, qu'est-ce que toi tu en penses de tout ça ? D'abord, j'inviterai les gens à se renseigner, puisque cette maire de Poitiers, que comme tout le monde, sauf les habitants de Poitiers, j'imagine, j'ignorais le nom jusqu'à le week-end dernier. Quand on voit l'extrait vidéo de la délibération au conseil municipal, moi j'étais très touché parce qu'elle a dit des choses que j'aurais pu dire. C'est qu'on voit, elle a à peu près mon âge, on voit que ça lui fait pas du tout plaisir ce qu'elle dit. Bon, d'abord sur le fond du débat, il faut rappeler qu'il s'agissait d'une subvention de 4 000 euros qui est négligeable pour le budget de l'aéroclub qui est 20 ou 30 fois plus élevé, donc le débat n'est pas là. Elle explique bien qu'il y a d'autres associations qui sont beaucoup plus touchées par la crise du Covid qu'elle souhaite effectivement encourager. Donc c'est un choix politique simple, local, comme il y en a tous les jours en France.
Et après, effectivement, elle dit, mais de toute façon, il faut qu'on réfléchisse aussi au message qu'on envoie à nos enfants. Et on voit bien qu'elle dit que, évidemment, que voler, au sens d'aller dans les airs, ça a été un rêve de l'humanité depuis toujours. Icare. Oui, bien sûr. Moi, j'adorais quand j'étais adolescent, je regardais la série Les Faucheurs de Marguerite, sur les débuts de l'aviation, qui est absolument extraordinaire. Évidemment, tu connais pas, mais c'est absolument extraordinaire. Des reconstitutions des premiers avions, c'est génial. Ouais. Toi, ça te faisait rêver alors quand tu étais petit? Bien sûr, j'ai lu Bug Danny pendant toute mon adolescence. J'adore First Man, L'étoffe des héros, tout ce que tu veux. Mais le fait est, effectivement, que les limites dont on a parlé, les limites d'énergie, fait que notamment ce rêve qui, moi, a beaucoup joué dans mon adolescence, la conquête spatiale, effectivement, là je lisais, il y a des articles, je crois que l'année dernière, Elon Musk, à lui tout seul, il a mis sur orbite des milliers de satellites. C'est complètement délirant. Et on sait que ça n'est pas possible d'un point de vue énergétique de poursuivre la conquête spatiale. De toute façon, ça repose la question des limites. Voilà. Et du coup, Antonio, toi, quelle était ta position sur tout ça? Moi, je trouve ça complètement hallucinant, complètement crétin, ces propos de la maire de Poitiers. Donc c'est bien, parce que Jacques, on n'est pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Bon, d'une part, effectivement, je suis d'accord, l'avion, c'est polluant. Mais ce qui est en question, ce n'est pas les 4 000 €, je crois, de subvention. C'est ce discours moralisateur sur les rêves d'enfants. Alors, si un enfant ne doit pas rêver de voler dans un avion parce que l'avion, c'est polluant, mais alors où est-ce qu'il faut s'arrêter? Alors, il faut leur dire, attention, on ne rêve plus d'être cosmonaute comme quand même beaucoup d'enfants, parce que c'est encore plus polluant, une fusée. Il ne faut pas qu'ils rêvent de faire non plus des courses automobiles, parce que c'est très polluant. Mais alors, de quoi? Alors, par exemple, on pourrait dire la même chose du foot. Il ne faut surtout pas rêver de devenir champion de foot. Alors, le foot, c'est tous des voleurs, des escrocs, des dopés qui gagnent des milliards tapés dans une balle. Alors, cycliste, parce que le vélo, c'est bien, alors, mais c'est parce que ça pollue pas. Mais quand on regarde les coureurs du Tour de France, ultra dopés, tu parles d'un rêve. Vaut mieux être, je pense, pilote de ligne que coureur cycliste, du point de vue de l'hygiène corporelle. Non, il n'y a plus aucun rêve possible. Si on commence à faire du politiquement correct, le rêve, l'imagination, ça doit justement être exempt de toutes ces valeurs morales. Après, bon, bien sûr, on peut faire c'est peut-être pas la politique de se préoccuper des imaginaires des gens. C'est pas vraiment le rôle de la politique. Oui, mais ça, je suis pas du tout d'accord. Elle le fait tout le temps. Mais c'est peut-être qu'elle ne devrait pas. Non, mais c'est totalement inévitable. Le gouvernement actuel travaille sur nos imaginaires beaucoup plus qu'aucun gouvernement. Non, mais c'est le discours, peut-être le discours était maladroit. Oui, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Oui, mais ça va quand même plus loin aussi, parce qu'il y a quand même d'autres discours. C'est pas la première fois que chez les écolos, il y a eu des discours avec les sapins, et les arbres morts. Je vois que tu les rejoins sur le Tour de France. Mais non, mais je veux dire, c'est un peu comme la création, par exemple, la création littéraire. Par exemple, une création littéraire, pour moi, doit être totalement libre, même si elle aborde des sujets qui, eux, sont illégaux, comme la pédophilie, comme l'inceste, etc. Mais le parallèle n'est pas super bon, Tonio, parce qu'il n'y a pas de limite matérielle à la création. Est-ce qu'un enfant, on va lui dire non, tu ne dois pas rêver d'être cosmonaute ni aviateur parce que c'est pas bien, ça pollue la planète. À ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de rêves possibles, dans moi, des rêves d'enfants qui seraient politiquement corrects. Mais on peut être d'accord là-dessus, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis femmes de 30 ans qui renoncent à avoir des enfants à cause de la dégradation écologique. Très bien qu'elle fasse des enfants, comme ça on sera d'accord avec Malthus et puis on sera moins de monde sur Terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu as une réflexion de personnes de ton âge, mais pour beaucoup de jeunes, mon âge Là, c'est une réflexion un peu désobligeante, mon cher ami. Je suis d'accord, mais ça me concerne aussi, on ne se rend pas compte, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont déjà renoncé à des rêves, qui ont déjà renoncé à des rêves très profonds, à cause de la dégradation écologique. Et je vois qu'au collège, etc., il y a une inquiétude qui est absolument terrible des jeunes. Et il y a une très belle intervention, une très belle interview de Delphine Bateau, justement, hier ou avant-hier, où elle dit très bien qu'il y a déjà plein d'enfants qui savent qu'ils vont grandir dans un monde où on va se battre pour l'eau, on va se battre pour la nourriture, où il y a plein d'espèces qui vont disparaître. Donc évidemment, et ça, effectivement, je suis d'accord, c'est sans précédent, évidemment, dans l'histoire de nos familles et des dernières décennies. On en parlait en conférence de rédaction, il y a eu d'autres terreurs, la terreur nucléaire, la guerre avant et tout. Mais aujourd'hui, le fait est qu'il y a beaucoup d'enfants
qui doivent et qui ont déjà renoncé à des rêves très profonds et très puissants à cause de la dégradation écologique. C'est pas la mer de Poitiers qui les leur a si volé. je fais l'avocat du diable, ce que j'aime bien faire aussi. Par exemple, cette prise de conscience disons de la dégradation de la planète, elle peut se faire aussi parce qu'il y a des gens comme Hélène Arthus Bertrand qui ont pris des photos du ciel où on voit qui a pas mal pollué. Par exemple, non, je vais pas un des plus grands pollueurs effectivement français. Mais enfin, disons, il a pu faire mais en même temps participer à la prise de conscience. Participer à la prise de conscience aussi. Et nous finirons sur cette consensus. Et Yann, si on tu nous écoutes, on te fait un petit bisou. Même si tu as beaucoup trop pollué et que tes albums sont beaucoup trop chers, c'est vrai que tes photos sont très belles. Voilà, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous les deux. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut. Au revoir. C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres là? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.